fort les Ivoiriens. Là. Ils ont commencé à créer des choses de la honte. C'est ça, aux éléphants, on a envie de dire, évitons-nous les choses de la honte. Donc pour l'instant, c'est 1-0. On espère que ce sera comme ça jusqu'à la fin où on marquera au moins un deuxième but. Bon, je suis désolé pour nos téléspectateurs de Guinée équatoriale, mais bon, voilà. Nous, on n'y voit rien, on ne peut pas faire semblant. Voilà. Côte d'Ivoire On à fait fond. la politique de sa chapelle, excusez-moi. La communauté internationale n'arrive toujours pas à s'accorder quant aux récentes sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Mais que faire dans un tel cas de figure? On en parle maintenant. Eh bien, division donc déjà au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mardi dernier, donc, il y avait une réunion de ce conseil-là. La France et la Grande-Bretagne, elles, soutiennent la CEDEAO. Les États-Unis au Conseil de sécurité, Ghana, Kenya, Gabon en faveur des sanctions. La Russie, la Chine contre les sanctions. La France et l'Union européenne soutiennent les sanctions ouest-africaines. L'Algérie prône la voie de la négociation. La Guinée-Conakry, pas concernée par l'application des sanctions contre la CEDEAO. Colère de la société civile malienne contre le Mali. C'est ce que j'ai dit quoi? Contre la CEDEAO, donc contre le Mali. Merci beaucoup, André. En Côte d'Ivoire, Alpha Blondy, Soro Guillaume et le PPACI sont opposés aux sanctions de la CEDEAO. Et puis, voilà. Donc, ça part un peu dans tous les sens. Il y a des réactions concernant ces sanctions-là. Oui, il y a beaucoup de réactions. Comme toujours, moi, je reste toujours attaché à la démocratie. Je pense que c'est une très bonne chose que les uns et les autres réagissent pour donner leur avis et surtout pour préciser pourquoi elles sont contre ces personnes-là. Parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a ceux qui sont contre parce qu'ils pensent que les sanctions vont faire plus de mal aux populations. Et puis, il y a d'autres qui pensent que, justement, le principe des sanctions, c'est que ça pousse la junte à revoir son agenda, à la limite même à se précipiter à partir. Donc après, on peut commencer à discuter. Et moi, ma position, elle est claire. Je pense que la junte n'a pas à être là où elle est depuis le début. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus sur les conditions dans lesquelles Ibeka est parti. Donc, la junte, quand j'entends des partis politiques sérieux nous parler de la junte comme si c'était un gouvernement légalement constitué, c'est la base, c'est le fondement. On ne peut pas commencer à considérer la junte. Ils sont là pour un moment. Donc, ils n'ont pas à nous faire des confusions entre, j'allais dire, leur propre destin et le destin du Mali. Ils ont pris un pays en otage. À ce moment, ce qu'on leur demande, c'est de dire, bon, OK, comme on nous sanctionne et que ça va impacter la population, nous revoyons notre agenda. Ben, ils choisissent la fuite en avant et tout le monde se parle de... Non, mais vous dites, ils ont pris un pays en otage. Ils ont surtout pris, enfin, de l'analyse de certaines personnes, leur responsabilité pour l'avenir de leur pays. Bon, n'hésite pas un pays, ils ont pris un pays en otage, comme s'ils venaient d'ailleurs. C'est les Maliens, ils ont décidé de prendre certaines responsabilités. Est-ce que vous avez l'impression, je souhaite que vous nuancez vos propos. Non, je ne peux pas nuancer, je reprends juste votre argumentaire. C'est comme si j'étais en train de me dire, si quelqu'un, un Ivoirien, décide d'arrêter le processus constitutionnel, eh bien voilà, il prend le pays en otage, il n'a pas besoin de venir d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un processus démocratique qui existe au Mali. L'intrusion de l'armée est une intrusion antidémocratique. C'est le fond du problème. Donc les sanctions, c'est pour qu'ils se disent non, on ne veut pas de nous, parce que le Mali est inscrit dans des organisations qui ont des principes, c'est qu'on promeut la démocratie pour les peuples de la CEDEAO. Et c'est de ça qu'il est question. Très bien, vous avez précisé votre pensée. Rihanna, si. Ouais, et c'est tout à fait intéressant qu'André soulève ce point, parce que finalement, quand on regarde ces débats qui sont mitigés, certes avec des arguments permanents de tous côtés, on se rend compte que personne ne lève les yeux justement sur cet argument qui est quand même fondamental, et donc qui explique déjà d'où est venue la dureté des mesures de la CEDEAO. Personne ne recherche le fondement du problème, personne ne parle justement de cette durée qui est pour nous quand même, pour moi en tout cas, inacceptable, et sinon qu'on n'arrive même pas à comprendre sur quoi est-ce qu'on s'est basé, selon quels critères on a défini ces durées de 4, 5, 6 et demi années. Donc finalement, on s'écarte de ce qu'on devrait regarder réellement pour résoudre le problème, et puis chacun avec ses arguments essaie de faire pencher la balance de son côté. Dans tout ça, il y a la population malienne. Élisée Boloubé. Oui, justement, en fait, c'est cette situation qui est un peu, je dirais, dommageable dans la décision qu'a prise la CEDEAO, parce que, comme on le dit, la population devient du coup victime des effets collatéraux de cette décision-là. Parce que la décision, je pense que la CEDEAO, en la prenant, ce n'était pas forcément pour faire du mal au peuple, non, pas du tout, mais c'est pour contraindre un peu, donner une certaine forme de distorsion au régime, à la junte. Mais toujours est-il que
au regard de toutes ces sanctions, on se rend compte tout de suite que la population va en pâtir. Parce que quand on ferme déjà les frontières, ça veut dire qu'on suspend tout ce qui est transactions interétatiques. Or, nous savons que chez nous ici, l'une des choses, en fait, ou du moins, l'un des dynamismes économiques repose en fait sur les échanges qu'on a entre États. Donc, en fermant déjà, ça devient difficile. Or, les premières personnes qui, elles, sont victimes déjà de cette situation de suspension de transactions et autres, tout ça, c'est tout de suite les populations. Parce que c'est elles qui sont vraiment concernées au premier chef à cette situation-là. Et c'est ce qui est un peu dommage. Mais comme le disait Rana, et moi je pense aussi que c'est quelque chose qui est juste, il faut à un moment quand même qu'on puisse laisser les considérations, je dirais, un peu politico-politiciennes et puis dire ce qu'on veut réellement pour notre continent. Aujourd'hui, en Afrique, on ne veut pas de militaires au pouvoir, un point, un trait. Il n'y a pas de débat là-dessus. Une situation est advenue, on n'avait pas prévu, on ne l'avait pas vu venir, c'est arrivé, mais on a la responsabilité à notre niveau de faire en sorte que cette situation-là soit le plus, c'est-à-dire qu'en termes de durée, soit vraiment abrégée le plus rapidement possible et qu'on vienne à une situation constitutionnelle ou bien une situation normale. Aujourd'hui, ce que demande la CEDEAO, ce n'est pas forcément qu'on fasse des élections sur tout le territoire malien, mais c'est que la transition soit conduite par des civils, en fait.